Bonjour et bienvenue à tous sur Au cœur de la performance, le podcast qui part un peu à la rencontre des intervenants et des acteurs de la performance. On a la chance aujourd'hui d'être accueillis par Tamara et Erwan, donc deux acteurs de la performance justement, ici à Paris et plus précisément à l'ECA, donc un centre un peu de rééducation, consultation bio et médicale. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Bonjour, je m'appelle Tamara et Racek, pardon. Je suis joueuse de handball de l'équipe de France et je joue à l'international à Rostock. Donc moi, Erwan Lecor, je suis au départ donc kinésithérapeute du sport. J'ai eu la chance de pouvoir développer cette structure avec ADEPCA sur le versant sport, santé et performance. Et j'ai un parcours qui a fait que j'ai eu pas mal d'expérience dans le sport de niveau, au foot, au rugby. Et aujourd'hui, je dédie une grande partie de mon temps au suivi individuel de sportifs. Ok, super. Je pense que beaucoup d'humilité sur vous. Je vais aller voir un peu du coup les mois le passé, mais je vois des Jeux Olympiques, Rio, le 24, avec, il y a quand même un gros background aussi sur l'aspect compétition et vécu ces expériences. Effectivement, il y a plein de vécus, il y a eu plein de hauts et des bas, Ouais, avec des blessures, mais je retiens surtout pas que la médaille et de ce qu'on ait fait première ou deuxième, mais c'est surtout l'expérience et qui nous apporte après ce qu'on vit à l'instant T, et surtout le côté humain, parce que chaque compétition est différente et qu'on gagne ou qu'on perde, c'est toujours tirer du positif. du coup, Erwan, une petite participation pour les Jeux Olympiques. Ouais, c'est marrant parce que moi c'est un petit peu le même ressenti. J'ai vécu plein d'expériences variées. J'ai fait en tant que volontaire les Jeux paralympiques et j'ai accompagné des athlètes individuellement sur les Jeux olympiques à l'escrime et à l'athlétisme. Et puis les expériences ont fait que j'ai pu au Stade Français vivre un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe et au Paris FC des phases finales qui ont été aussi des moments assez intéressants. Et finalement, c'est un peu la même chose que Tamara. Ce que je retiens de tout ça, c'est pas tellement ces moments de réussite ou d'échec sportif, et c'est plus les différentes personnes que j'ai pu rencontrer à chaque moment de ma vie m'ont amené à l'endroit d'après. Et c'est plutôt ça, moi, quand je regarde avec un petit peu de recul, que j'apprécie un petit peu dans les différentes expériences, c'est la rencontre qui t'amène quelque part après, et les liens que tu arrives à tisser, les liens que tu arrives à garder. On les garde pas tous, mais en tout cas, il y Ouais. en a certains assez forts qui restent très présents aujourd'hui, hein. Ouais, c'est vrai que c'est un constat que beaucoup font qu'au-delà de la performance, de la couleur de la médaille, Mm. c'est un peu l'aspect humain qui a été, Ouais, qui a complètement. été retenu. Ok, super. On va enchaîner du coup sur pourquoi un peu on a l'opportunité d'être avec toi ici. C'est un petit contexte de blessure sur une pathologie de genou, c'est Insta. Que toi, Aaron, tu peux peut-être nous détailler un peu plus la dernière en tout cas. On a le droit de tout dire ou pas? C'est-à-dire, non, Non, mais juste. Ouais, donc Tamara, il y a un peu plus d'un mois et demi, s'est blessée pendant un match de handball en Slovénie, dans son club à Ljubljana. Tamara, elle en parlera, mais c'est vrai qu'elle a des antécédents assez conséquents sur ses genoux, avec rupture du ligament croisé à gauche, à droite, et déjà une chirurgie méniscale qui a eu lieu il y a quelques années. Et donc là, sur un appui, effectivement, le genou qui a lâché, le genou qui a flanché, avec forcément, hein, comme beaucoup de sportifs, quand on ressent cette douleur vive, cette douleur aiguë, cette peur un petit peu de la rupture du ligament croisé, je pense encore plus quand on a un vécu et un passé là-dedans. Et là, c'est-à-dire la chance, c'est que c'était juste une atteinte méniscale qui a entraîné une ménisectomie il y a 3 semaines, une ménisectomie partielle. Donc, elle a été opérée par le professeur Camille de l'équipe chirurgie du sport Paris. Et puis, il y a eu toute la prise en charge, assez intéressante parce qu'il y a eu la prise en charge préopératoire, voilà, qui a été un moment essentiel et vraiment clé et majeur un petit peu de cette prise en charge. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis maintenant, il y a tout l'après. Tout l'après avec c'est toujours la même chose, hein, la planification du retour terrain qu'on veut le plus rapide possible, mais qu'on veut le plus sécuritaire possible, et qu'on essaye de caler avec les objectifs sportifs et puis les objectifs individuels aussi. Donc voilà, plutôt grosse prise en charge en tout cas, avec voilà l'opportunité de pouvoir vraiment accompagner de l'avant-opération jusqu'au bout. Donc Mm. c'est vrai que ça c'est assez stimulant. et surtout que je pense dans mon, enfin, dans ma blessure, j'ai de la chance, c'est que c'est la fin de saison en handball et que je suis pas
pressée, entre guillemets, par le temps. Bien sûr, j'ai envie de revenir le plus vite possible, mais ma priorité, une autre priorité, c'est que je revienne la saison prochaine en forme. Donc, ce qui me laisse aussi cet été vraiment à me rééduquer, à revenir en pleine forme. Ok. Bah, justement, si je rebondis un peu là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand, en plus avec l'expérience que tu as toi autour de la blessure, qu'est-ce qui se passe quand ça survient justement, quand tu as cette douleur qui apparaît, et peut-être par rapport à la temporalité aussi, on peut en revenir un peu dessus, mais qu'est-ce qui se passe quand là, t'es sur le terrain et tu ressens cette douleur? Alors, c'est très marrant parce que, effectivement, j'ai eu peur pour mon ligament croisé parce que j'ai un passif. Mais quand c'est arrivé, parce que c'était sur un appui, j'ai pu enchaîner mon action, j'ai continué, j'étais vers le but, j'ai marqué mon but parce que je me suis dit: «Il faut que je finisse, bien». Parce que j'ai vraiment senti comme, une feuille de papier qui se déchirait et je savais que c'était pas le ligament croisé parce que j'ai eu d'expérience malheureusement avec ça et par contre, j'avais vraiment peur, de le bouger parce que vu que c'était un ménisque, je savais pas s'il allait bloquer ou pas Ouais. et quand je suis arrivée d'ailleurs en pré-op ici avec Erwan, avec la peur, mon genou était resté bloqué pendant, une semaine. Une semaine. Ouais, facile. Je pouvais pas le plier à plus de 40 degrés, donc il y avait tout un protocole pour, le pliage. Mais quand je suis sortie, bien sûr, ils m'ont porté, mais c'était plus: «Laissez-moi poser mon pied pour être sûre que mon genou soit stable». Entre guillemets, je me réconforte moi-même. Pour auto-tester, Je me suis pas testée parce qu'avec l'expérience que j'ai eue, mon dernier croisé, quand il y a eu le ligament croisé et le ménisque externe, quand je voulais poser mon pied, il est tout de suite reparti l'instabilité du genou. Donc, j'ai posé mon pied, je sentais que je pouvais le poser. Je me suis retournée vers les kinés, j'ai dit: «C'est comme ici». Il y a un conseil qui était fait. Après, bien sûr, c'est samedi soir, l'IRM était le lundi midi. Il y a quand même un côté où on se dit: «Mais imagine, c'est quand même le ligament croisé». Il y a toutes les questions qui commencent à cogiter dans ma tête, mais en vrai, j'étais assez sereine par rapport à ça. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et justement, si je rebondis un peu sur ces moments clés, on a cette phase un peu préopératoire, donc qui est aussi, on peut décomposer cette phase pré-op entre la survenue de la blessure et du coup peut-être l'examen là s'il y a eu le week-end entre-temps. En tant qu'athlète, on arrive à vivre ces situations? Comment on enlève les doutes? Est-ce qu'on consulte justement, est-ce qu'on appelle son conseiller un peu médical, son référent, sa personne de confiance? Comment ça se passe quand on a un peu ce petit temps-là de battement? Premièrement, j'avais, le staff du club qui a essayé de gérer au mieux et qui a réussi à gérer au mieux la situation, bien sûr, parce qu'il a eu la peur. Ils connaissent aussi, même si j'étais nouvelle depuis cette saison au club, ils connaissent les antécédents. Donc, c'est plus gérer émotionnellement. À l'instant T, après le match, c'était difficile. Mais quelqu'un de très positif et quand ça arrive, il y a toujours une raison. Je pense que mon corps a envoyé une alerte, c'est entre guillemets que le ménisque. Mais j'étais assez positive et je me suis dit, et au pire, si c'est un ligament croisé, je l'ai eu 2 fois, c'est que 6 mois dans une vie, il y a bien que, enfin, il y a pire dans le non, mais c'est parce que je me dis, il y a des gens, ils sont amputés, ils sont malades, ils peuvent pas se lever du lit. Et je me dis, mais moi, que ça soit un ménisque ou un ligament croisé, on va m'opérer, mon genou sera entre guillemets tout neuf. Même si après, je sais qu'après post-carrière, il y a des conséquences, mais à l'instant T, je suis comme ça et quelqu'un de positif et je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, c'est fait». Oui, j'ai pleuré le samedi soir, mais ça va rien changer. Faut avancer et on attend les résultats. Et nous, après, au niveau médical, dans ces situations-là, c'est évidemment la gestion de l'urgence, l'évaluation aiguë, identifier des critères éventuellement de gravité qui devraient entraîner une évacuation et des examens précoces. Là, dans le cas de Tamara, il y a pas eu de critères de gravité. Par contre, c'était évidemment un arrêt de l'activité, un arrêt immédiat, une sortie définitive, hein. Donc ça, faut évidemment, quand on est sur le terrain et intervenant terrain, être capable de l'identifier. De toute façon, la question souvent, hein, on la pose aux joueurs, hein, c'est tu peux pas. Tu peux pas tout ça. Évacuation, c'est le temps du bilan initial. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est pas forcément trop grave si on n'a pas le premier diagnostic précis. De toute façon, c'est un premier état clinique. On peut pas forcément tout déceler au premier examen clinique parce que justement, le traumatisme, on est à chaud et on peut pas forcément tout tester. Mais par contre, c'est la gestion de l'urgence, la gestion du critère de gravité et la mise en place des premiers soins qui sont, somme toute assez,
identique systématiquement, hein. C'est la compression, la glace, la mise en décharge, le béquillage si besoin, la telle si besoin. On protège la zone, on décharge la zone, et comme ça, après, on a ces 24-48 heures suivantes pour pouvoir organiser la suite des examens avec de l'imagerie si besoin, et puis un nouvel examen clinique. Mm. C'est vrai qu'il y a voilà, ces 48 premières heures très aiguës de la gestion de l'urgence terrain. Ouais, d'accord. Et du coup, si on se projette un peu plus dans le temps, en phase pré-op, qu'est-ce qui est important peut-être sur l'aspect lésionnel ou en tout cas périphérique de conserver? Quelles sont les bonnes conduites Ouais, en charge? le plus important, c'était vraiment, pour le coup, le diagnostic, Ouais. la certitude diagnostique. Ouais. Une fois que ça a été fait à l'IRM et que le constat était bon, il y a un ménisque, c'était qu'est-ce qu'on fait, quelle est la prise de décision. La prise de décision était une prise de décision chirurgicale. Et là, Tamara a fait le choix donc de venir se faire opérer en France. Et donc, il y a toute cette phase de gestion, ce temps qu'il faut rendre utile. Et autant chez les sportifs de haut niveau, c'est plutôt positif parce qu'on arrive à mettre en place une prise en charge assez précoce et assez efficace très rapidement. Et c'est vrai que souvent, dans la population générale, c'est un temps qui peut être très très long, que moi j'appelle un temps de perte de chance et de errance thérapeutique. Parce que finalement, là, elle a de la chance, elle a le médecin qui la voit tout de suite, le kiné qui voit tout de suite, l'IRM qui arrive 2 jours après, le chirurgien la semaine suivante, la chirurgie et la rééducation qui commence, ça va très vite. Donc en une semaine, 10 jours, c'est réglé. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie chance. Et dans le cas de Tamara, il y avait quand même un truc important, c'est que elle était rassurée parce que c'était que le ménisque, mais quand elle est arrivée à Paris, eh ben, elle s'était complètement verrouillée naturellement par peur de faire quelque chose de mal. Et à l'arrivée, je me rappelle de ça, la première fois quand je la vois, elle arrive avec ses béquilles, son attelle, elle sortait du rendez-vous avec le chirurgien. Moi, j'avais pas d'attelle. Elle n'avait pas d'attelle, que les béquilles. Elle sort de son rendez-vous avec le chirurgien et là, le chir, on m'envoie un message, il me dit non, mais là, je peux pas opérer tout de suite. Il y a au moins 2 semaines de rééducation parce que elle tend pas, elle plie pas, elle verrouille pas. Enfin, et en fait, le constat très rapide, c'est pas qu'elle pouvait pas le faire, c'est juste que comme elle avait peur de mal faire et qu'on lui avait pas forcément donné les premières indications de rééducation, et ben, elle a préféré se sécuriser en ne faisant pas. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte sur les premières séances, et même à la première séance, que ça allait plutôt Ouais, ça bien. va très bien. Donc, entre le moment où le chir voit et dit, oh là, non, là, je peux pas opérer dans cette situation-là, parce que pour opérer, j'ai besoin d'avoir un genou qui est sec, une extension complète, une flexion au moins supérieure à 90 degrés, un quadriceps bien réveillé, bien actif, et seulement là, on a les conditions confortables pour pouvoir aborder une chirurgie. Et ben là, en fait, très rapidement, en quelques séances, on s'est rendu compte qu'elle avait tout ça, mais qu'il fallait juste débloquer sur une petite phase éducative, rassurer, donner les consignes, justement pour pouvoir aborder sereinement la suite. Ouais, c'est souvent des diplômés compensatoires qui arrivent. Et même des fois, c'est quand on cherche l'expansion complète, c'est peut-être l'hypopité qui s'allume et du coup, bloque certaines mobilités. C'est toujours des choses. Moi, c'était vraiment la languette méniscale. Ouais, C'est vraiment le passage, en fait, où quand j'ai senti comme quand il s'est déchiré, ouais. et ce passage-là, il me faisait toujours mal, même avant l'opération. Et après, au final, on disait, et au pire, ça fait mal. C'est cassé, c'est pas grave, tu vas faire une opération. Donc, on en rigolait, mais effectivement, il y a eu un blocage mental parce que quand on nous donne, même si on a de l'expérience, j'ai de l'expérience, mais au final, on n'est pas médecin, on est maquiné, donc on a quand même besoin de certains conseils, de savoir qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mm. Et ça, c'est important, hein, parce que justement, cette première orientation et ces premiers conseils, ils vont impacter les premiers jours post-traumatiques. Donc, il faut être en capacité d'orienter, de donner les conseils, de mettre en place une première prise en charge, parce que ces premiers jours, ils sont ultra importants. Ouais. Et aujourd'hui, la place de la rééducation préopératoire, la question, elle se pose plus. Je veux dire, il faut laisser ce temps préopératoire. Pour parler des ruptures des ligaments croisés, la rupture du ligament croisé, c'est pas une chirurgie d'urgence, donc il faut laisser le temps à la prise en charge préopératoire. Là, sur un ménisque, la chirurgie devait arriver assez vite, mais malgré tout, le chirurgien préfère avoir déjà Les bonnes ludiquement des conditions qui sont bonnes, et parce que nous, en rééducation, on sait que ça va impacter énormément cette première phase post-opératoire. Le fait déjà de partir avec un genou voilà, qui répond bien sur la mobilité, qui répond bien sur les phénomènes inflammatoires, trophiques et sur l'activation musculaire. Donc, voilà, donc on a eu ce petit temps ensemble. Alors, moins long que ce que finalement on avait prévu, hein, parce que c'est vrai que c'était parti au départ pour quelque chose comme 15 jours.
Et en fait, t'es arrivé quand? T'es arrivé un mardi et la semaine suivante, le lundi d'après, tu te faisais opérer parce qu'en fait, le genou était Ouais. plutôt bien. Ouais, c'est C'était des ascenseurs russes parce que franchement, c'était lundi, j'avais le scanner, l'arthroscanner. Image avec le produit. Je vais faire d'abord le scanner une première fois. Le docteur me dit non, j'aime pas du tout. Le produit ne s'est pas bien propagé dans le genou. On refait une deuxième. Enfin, on refait un deuxième. Je refais le deuxième. Il me dit ça me plaît toujours pas, on va faire l'IRM. Sachant que j'avais déjà fait l'IRM, je me suis dit, il y a eu quand même 4 personnes, enfin 2 médecins et 2 kinés qui ont regardé. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de ligament croisé. Moi, c'était vraiment juste le ligament croisé. Tout ce qui était autour, c'est pas grave. Ça, c'était vraiment des petites choses. Et je me souviens, je descends, je m'allonge dans l'IRM et je me dis, s'il me dit qu'il est pas content, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et en plus, il était vraiment, il me souriait pas derrière. Je me suis dit, oh là là. J'étais dans l'IRM à moitié en larmes en disant, mais les 25 minutes les plus longues de ma vie. Et en plus, je sors de l'IRM, il me dit, bah, il me dit même pas assis-toi, ils m'ont juste avec sa tête. Prends place, quoi. Bon, allez, là, il commence. Le ménisque interne, tout va bien. Et en plus, franchement, Allez, dis-moi juste, ligament croisé. ligament croisé. Continue, je dis, oh, c'est bon, alors. Mais non, c'est vrai, le lundi, c'était dur. Après, le mardi, quand j'ai vu le professeur Camille qui m'a dit, non, mais la section extension, compliqué. Je me suis dit, oh là là. Non, mais au final, c'était bien. Ouais. Je rebondis moi un peu sur mes expériences. Moi, j'ai malheureusement connu quelques croisés, notamment en foot. Ça arrive assez souvent, encore plus chez les féminins. Et j'ai toujours justement, maintenant qu'on connaît l'importance de la phase préopératoire, mais j'ai toujours observé un peu la phase d'opération comme le moment qui signifie le début de la rééducation. Et donc, des fois, j'ai eu du mal, en tout cas dans mes prises en charge, à avoir l'engagement total de l'athlète parce que on sait qu'il y a le pire qui arrive. Parce que le pire, au final, même si on sait qu'on a le ligament, il y a la phase opératoire avec anesthésie, douleur, etc. derrière. Et donc, des fois, j'ai eu du mal, surtout chez les jeunes, à mettre la clé dans le bon sens, avoir vraiment ces phases de pré-rééducation et avoir un travail sur le quad, l'hypertrophie et maintenir tous ces niveaux de force. Parce que dans 2 semaines, c'est l'opération et ça, C'est vrai que c'est assez frustrant pour un sportif et pour un patient de se dire finalement je me rééduque et mon genou va de mieux en mieux. Ah, finalement j'ai bien repris, ça va plutôt bien. Et ben je me fais quand même opérer, je vais repartir dans une phase où je vais être en galère sur les premières semaines. Et il faut arriver à sensibiliser, à éduquer, à expliquer que c'est nécessaire d'une part pour le chirurgien pour qu'il soit dans les bonnes conditions pour opérer, et puis d'autre part même pour le sportif, patient, pour lui dire que le gain qu'il y aura à moyen terme, à long terme, parce qu'il y a eu cette prise en charge préopératoire, c'est du temps gagné pour l'après. Et voilà, faut expliquer, faut rassurer, faut donner des exemples, faut de temps en temps sur les sportifs, moi qui ont du mal à comprendre, j'hésite pas à me servir de l'expérience d'un autre athlète. Voilà, il y en a un qui comprend pas ou qui va traverser, qui va vivre quelque chose, et ben il y a une autre athlète qui a ses expériences et qui va pouvoir aussi apporter quelques éléments et rassurer. Mais ça, je trouve, par exemple, ça, c'est mon opinion, mais que ça vient avec l'expérience, surtout chez les sportives et sportifs. Par exemple, bien sûr, mon premier croisé, je l'ai pas vécu de la même façon que le deuxième. Le premier, j'avais pas de douleur, c'était que le ligament croisé, je me sentais bien. Je me suis dit, bon, bah d'accord, je vais faire les séances de kiné, mais effectivement, on n'a pas c'est ce professionnalisme-là, la rééducation et hop. Mais par contre, le deuxième, je l'ai vécu, mais bon, je dis pas tranquillement, mais je savais à quoi m'attendre. Et du coup, on est quand même plus pointilleuse, plus précise et c'était vraiment beaucoup plus facile. Après, c'est quand même ligaments croisés différents parce que il y a eu que ligament croisé, l'autre ligament croisé ménisque, mais je trouve que c'était beaucoup plus facile le deuxième que le premier. Ok, donc l'expérience a aussi l'expérience de la blessure. Et que ces moments, pour toi, ça a joué dans comment je m'engage dans le préopératoire, comment je vais chez le physio travailler, etc. Oui, T'as parce senti que je me souviens, ma première opération, quand ils m'ont dit de lever la jambe le lendemain, Ouais. et quand tu galères Ouais. à relever ta jambe alors que tu es juste endormi pendant, je pense, 1 heure, 1 heure et demie, tu te dis, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que la force est quand même importante. Et quand la deuxième fois, ils m'ont dit, lève ta jambe, j'ai dit, oh, c'est bon. Yeah. J'ai fait, non.
Non, mais c'est des petits détails, on en rigole, mais au final, ça change beaucoup. Ouais. Ah, ça change beaucoup. Et alors après, autant ce que tu dis, c'est vrai, parfois le jeune athlète, c'est un peu difficile de lui expliquer. Et puis la Oui. difficulté aussi quand on est dans les structures, des clubs, c'est aussi l'environnement. C'est qu'on va être pressé, pas forcément, c'est pas tellement l'athlète en lui-même qui a du mal à comprendre, c'est l'environnement qui dit mais pourquoi est-ce qu'on fait pas, pourquoi est-ce qu'on n'opère pas mieux, on va gagner du Ah, temps. c'est vrai. Ce fameux on va gagner du temps à aller vite. Ouais. Et en fait, non, on gagne du temps en prenant son temps. Et c'est aussi l'environnement qu'il faut arriver à sensibiliser, l'entraîneur, le directeur sportif, le papa, la maman, les copains, etc. Et pour pas rentrer comme ça dans cette peur du manque de temps. Mm. Et donc finalement, non, attends, valide déjà ces critères-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de pas parler en délai, mais vraiment de parler en critères cliniques. Valide ce critère clinique-là qui te permettra d'aller à l'étape d'après. Et même ça, je pense que c'est assez rassurant. Euh, même des problématiques du croisé, c'est ce temps long. Bien On sûr. dit 6, 7, 8, 9 mois, on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette étape-là? Par contre, si tu donnes des étapes intermédiaires, des critères à valider, et même avant l'opération, ok, oh, il y aura l'opération, pas de souci, ça va durer longtemps, mais déjà, un genou sec, une extension à 0, une flexion moins 90, et puis un quadriceps qui est solide. Ok, tu as ces critères-là et on travaille dessus. Et ça permet aussi de recentrer un peu le truc et de pas avoir cette peur du temps. On coupe le podcast 15 secondes pour vous annoncer la sortie de notre créateur en ligne Format Pulse, une nouvelle plateforme dédiée aux préparateurs physiques, kinés du sport et coachs sportifs. Crée tes séances en quelques clics, simple, rapide et professionnel. Profite dès maintenant d'un mois d'essai gratuit dans le premier lien en description. Et justement, ce que vous m'en dit un peu là-dessus, on a parlé de l'environnement qui peut jouer énormément sur l'aspect psychologie, comment j'interprète la blessure, comment je me prépare. Toi, je sais que tu as eu du coup plusieurs contextes dans des clubs, à l'étranger, en France, etc. Comment est-ce que tu as perçu des différences justement dans ces blessures, dans le vécu, par rapport à l'environnement que tu avais, que ce soit au niveau amical, ta famille, etc., ou du club, avec, si je prends peut-être les pays un peu plus de l'Est, c'est des fois qu'on a des mentalités un peu plus froides, distantes. Est-ce que ça peut jouer sur Clairement. ça? J'ai eu 4 opérations, les 2 ligaments croisés, c'était le même chirurgien qui à Metz. Ouais, C'est très bien passé. Ma pire opération, c'était, juste, le ménisque externe gauche, ouais, à Sofok en Hongrie. Et je pense, au-delà de l'environnement, je pense que déjà de base, si on n'est pas prête mentalement, la rééducation va être dure. Là, je parle que d'un ménisque. Aujourd'hui, je le vis très bien, parce que j'ai choisi, justement de me faire opérer en France, d'avoir un bon environnement. Mentalement, j'étais prête. Enfin, ça change énormément. Mais par exemple, à Sofok, on m'a dit, je me souviens bien, le mercredi que j'avais le ménisque, c'était Covid. On était en plus à la maison parce que il y avait quelqu'un de positif au club. ouais. Et lundi après-midi, on me dit, bah écoute, prépare-toi, demain matin à 10h, tu vas à l'hôpital. Sauf que ils m'ont pas laissé envoyer des images à la médecin d'équipe de France. Il n'a pas fait de prise de sang pour anesthésie. Enfin, il y a vraiment eu Le contexte autour. tout le contexte, Ouais. parce que quand on a déjà du vécu, je sais qu'il faut faire la prise de sang pour l'anesthésiste. Enfin, il y a plein de petits détails en amont. Ouais. J'arrive là-bas, je ne sais pas comment je vais me faire opérer. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Personne parle anglais. Oh. Et j'arrive au bloc et le médecin me voit et j'avais mis une croix. Oui, j'avais mis une croix sur ma jambe gauche. Parce que, moi, mais je l'ai dit. Ah oui, bah, c'est celle-ci où il y a déjà le ligament croisé. Je dis, non, mais les deux ont déjà un ligament croisé. Déjà, t'es rassuré. Et en fait, non, c'était assez complexe. Et au réveil, j'étais soulagée, entre guillemets, parce que c'était ça. Ouais, c'est passé. Ouais. Ouais, c'est passé, mais Ensuite, tu t'es réveillé. moi, je vais pousser les bébés. Mais Avec le- je sors le soir même de l'hôpital avec les béquilles. Je ne sais pas combien de temps avec les béquilles. Est-ce que je dois marcher? C'était vraiment un truc total. Et heureusement que j'ai du monde quand même que je connais et que j'ai des kinés autour de moi. J'ai envoyé des messages en mode, excusez-moi, mais Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas faire? Parce que déjà, il m'avait mis un bandage comme ça. Quand j'ai vu ma jambe, je dis, mais c'est un ménisque ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a pas d'expliquer aussi. Mais tu vois, ça forcément, ça a impacté ce qui s'est passé là sur ce ménisque. Et quand elle arrive en France avec la jambe complètement verrouillée, dans cette incapacité de tendre et de plier, parce qu'elle savait pas quoi faire, c'était ça aussi. C'était, je pense, toi, tu t'es sécurisé toi-même parce que t'attendais qu'on te donne
qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc, Au moment où on me dit ce que je peux, ce que je peux pas, c'est très clair. Mais c'est juste, moi, cette expérience-là m'a vraiment choqué, mais aussi apporté beaucoup de choses plus tard parce que j'étais solide mentalement. Ouais. J'ai joué à 40% de déficit parce que la rééducation n'était pas au top. Enfin, et là, je me dis, je touche du bois. Heureusement que mon ligament croisé n'a pas relâché parce que je me dis, j'ai pris énormément de risques. Ouais. Et notamment après la chirurgie du ménisque droit, mon professeur Lamy me raconte, en fait, me dit les délais exacts qu'un ménisque externe, c'est plus long qu'un ménisque interne. Je me dis, et voilà, c'est des lutteurs. Non, mais enfin, il y a tout. Ouais, bien sûr. Le pulse se remet en forme, quoi. Et je me dis, mais ah ouais. Ouais. Et ça, tu vois, pour tous les patients sportifs ou non sportifs, c'est aussi l'intérêt de cette phase. J'ai même pas envie de dire préopératoire parce qu'il y a certaines fois où, pour les ligaments croisés, où finalement la décision, ça sera de pas opérer. Donc, c'est même pas une phase préopératoire, c'est une phase, moi, j'appelle post-traumatique. C'est le traumatisme se fait et c'est le moment où on a le temps pour prendre le temps d'expliquer. Que ce temps, il faut le prendre avec le patient. Il faut qu'il comprenne où il va. Il faut qu'il connaisse les phases qu'il va devoir traverser après. Il faut qu'il sache s'il se fait opérer, qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire et pas faire. Parce qu'on se retrouve parfois avec des patients qui ne savent pas. Et les sportifs, qui ne savent pas. Et ça, c'est vrai qu'il faut essayer de gommer ça. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est du petit détail, mais qui te permet de gagner un petit peu de temps pour la suite. Et la problématique de l'étranger, ou même du sport professionnel, c'est ce côté un petit peu subi. C'est que là, en Hongrie, elle a subi sa chirurgie. Faut toujours se rappeler que le sportif, le patient, reste libre du choix de son praticien. Hein. Donc, il a le droit d'aller demander conseil, il a le droit d'aller ailleurs. Et là, bon, bah, peut-être que ça s'est fait dans la précipitation. Donc, c'était une prise en charge un petit peu rapide et subie. Et ça, à vivre, ouais, ça doit pas être évident. En plus, c'était la période du Covid. J'avais demandé de rentrer en France, ils ne voulaient pas, notamment parce qu'il y avait le Covid. Donc, c'était assez complexe. Mais, et à la fin, en plus, quand j'ai joué à 40% de déficit, clairement, mon coach me disait, mais t'arrives pas à courir, t'as pris du poids. J'ai dit, mais coach, en fait, vous voyez pas que j'ai pas de muscles. Prenez mon corps un peu, un minimum quand même. Et à la fin, on me dit, bah, Tamara, si tu veux jouer, on était au Final Four de la Coupe d'Europe, la deuxième, pas la Ligue des Champions. Et il me dit, si tu veux la jouer, jouer le Final Four, il faut que tu te fasses infiltrer. Sauf que, infiltration de quoi? On ne sait pas ce qu'ils mettent là-bas. Bien sûr. Pour gommer la douleur. Et j'ai dit, moi, c'est hors de question, je ne me fais pas infiltrer. Ou si vous voulez, je joue sous anti-inflammatoire, mais infiltration, hors de question, parce que plus tard, avec mes enfants, dans ma vie, en règle générale, après ma carrière, j'ai envie de marcher, Sûr. de descendre des escaliers. Ouais. Là, une vie normale. Avoir une vie normale. Et ils m'ont fait, bah, tu joueras pas. Et j'ai regardé, j'ai dit, on verra bien, mais si vous voulez que je joue, ça sera juste pour anti-inflammatoire. Et j'ai joué, mais juste avec les anti-inflammatoires. Ça, c'est qui te conseillait de faire C'était le chirurgien et c'était comme une préparation physique qui m'a fait ma rééducation, mais c'était pas, enfin, il n'y a pas que elle qui était la fautive dans tout ça, mais je veux dire, quand quelqu'un vous alerte que la joueuse qui connaît son corps un minimum et qui a des antécédents des genoux, vous dit, bah, j'ai mal au genou, il y a pas assez de muscles. Je pense qu'à un moment donné, il faut bien communiquer aussi entre le sportif et le staff. Ouais, et justement, on en discutait avec Paul plusieurs fois, c'est ce conflit qu'il peut y avoir entre performance médicale et que justement, des fois en club, et par expérience aussi, c'est très flou. C'est très flou où justement, on a des personnes proches de la performance qui vont orienter un peu les conduites, ou en tout cas mettre des pressions même sur le médical. Et justement, toi, Erwan, quel pourrait vraiment être l'avantage que tu as à être peut-être dissocié avec ta prise en charge ici? Est-ce que ça, justement, tu as ces fluctuations, ces influences, ou c'est vraiment justement le vrai Alors, moi, ça, je l'ai vécu, hein, comme tu as dû vivre ou tu dois le vivre en club, j'ai vécu, et comme toi aussi, tu l'as vécu, parce que en tant que sportif, on peut être aussi témoin de ce qui se passe dans le staff. Donc, c'est parfois ces dissonances qu'il peut y avoir au sein même du staff médical, parce qu'il va y avoir des désaccords entre les kinés, entre le kiné responsable, entre l'autre, entre le médecin, préparateur physique kiné, kiné ostéo, préparateur physique réathlétiseur, qui c'est qui fait la réathlé, c'est un kiné, c'est un prépa. Après, les dissonances qu'il peut y avoir avec l'agent, avec les coachs. Donc ça, c'est vraiment vécu en club, et ça fait partie un petit peu des choses aussi qu'il faut apprendre à gérer quand on est en structure professionnelle. C'est vrai que là, le fait d'être un petit peu en dehors, ça me permet, moi,
que j'organise, c'est ce que j'appelle un peu la conciergerie médicale. C'est que quand j'ai un sportif qui va être blessé ou qu'on me sollicite pour une prise en charge, c'est justement d'arriver à mettre autour du sportif tout le réseau qui est choisi avec le chirurgien référent, le médecin du sport référent, le radiologue référent. Et en fait, on arrive à organiser autour du sportif une prise en charge rapide et des réponses rapides avec des personnes clés, des personnes ressources. Et ça, c'est le côté super confortable. Et puis, on n'est pas soumis justement à du désaccord. On est un petit peu seul avec soi-même. Donc, tu mets en place ton propre réseau et ça te permet d'avancer peut-être un petit peu plus vite, en tout cas avec moins de conflits internes. Ouais. Ça, ouais, autour. Un peu plus sain, ouais. Et encore une fois, faut se rappeler pourquoi on est là. Je dirais peut-être que de temps en temps, en club, on l'oublie aussi, c'est qu'on est quand même là pour le sportif, mais ça veut dire on est là pour lui apporter des réponses, on est là un peu à sa disposition pour lui donner des clés, soit de performance, soit de prise en charge rééducative, mais on est là pour le sportif, pour rien d'autre. Et malheureusement, peut-être que le côté un petit peu business, argent, fait que les pressions viennent, mais que pour le coup, ça ne donne pas, voilà, pas pour les bonnes raisons, quoi. Donc, on est là, au départ, quand même, nous, pour répondre à une problématique performance ou médicale pour le sportif, pas pour le club, on est là pour le sportif. Et ça, c'est en ça que de temps en temps, quand on est salarié de club, eh ben, le positionnement peut être un petit peu difficile. Là, au moins, c'est sûr qu'en dehors, on sait pourquoi on est là, le sportif nous choisit. Pareil, le sportif, Tamara, en venant ici ou en choisissant son chirurgien, elle n'a pas subi une décision de quelqu'un, c'est elle qui a choisi l'environnement dans lequel elle voulait aller pour se prendre en charge. Et ça, c'est une très grande différence entre l'athlète de club qui consomme ce qu'il a à disposition ou l'athlète qui vient chercher en dehors les ressources dont il a besoin. Et c'est vrai que quand toi aussi, peut-être quand tu fais de la prépa individuelle, le rapport aux joueurs est totalement différent que le rapport que tu as avec l'athlète qui est au club. Mm. Euh, Je suis totalement d'accord. Et justement, si tu crois un peu, moi, cette comparaison que j'ai vécue aussi, bah, en club, on a on a à un moment donné une discussion, ou en tout cas quelque chose qui se rapproche de ah, mais combien de temps il reste de contrat? Ah, mais attends, les échéances, c'est quand ça arrive à ce moment-là. Que sur l'individuel à l'extérieur, c'est OK, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour atteindre nos objectifs. Mais il n'y a pas cette notion de ah, peut-être que ouais, lui, 6 mois, et derrière, on re-signe, oh non, on re-signe pas, bon, bah, peut-être on va pouvoir avancer dessus. Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence. Et toi, je sais pas si tu as déjà un peu ressenti, parce que pour le coup, moi, j'ai déjà eu des retours de ah, mais de toute façon, il te reste 6 mois, donc t'as intérêt à envoyer, ou si tu veux re-signer, ou de ce genre de choses. J'ai déjà eu des retours d'expérience de joueurs sur ce genre de choses, plus ou moins enfin, frontal ou non, ou en tout cas de faire comprendre. Est-ce que tu as déjà eu. Ce ressenti-là, je l'ai pas vraiment eu, mais par contre, la pression autour où tu sens quand même enfin, entre dans les journaux et tout, tu vois, ouais, mais il reste 5 mois ou ton retour, tu vas voir le médecin, il te dit bon, c'est la fin de la saison, mais même si c'est pas enfin si c'est pas directement le contrat, mais c'est la fin de la saison, tu peux serrer les dents. Bien sûr, enfin chaque sportif et sportive serre les dents au quotidien. On va pas se mentir, on se réveille pas le matin en disant oh j'ai plus mal. Chaque matin on a mal quelque part. Ouais, et ce qui est logique, c'est notre boulot. Enfin notre corps, c'est notre boulot. Donc moi c'est plus le côté timé que oui il faut que tu sois prête au bout de 6 mois, mais si la joueur ou le joueur n'est pas prêt au bout de 6 mois, c'est pas grave. Il faut qu'il soit prêt mentalement. Parce que au-delà du physique, il faut que le mental suive. S'il y a eu des blocages avant pour la blessure, des peurs, il faut déjà les enlever avant que le joueur puisse retrouver le terrain. Et moi, c'est aussi ça, je pense, le plus gros boulot. Notamment mon deuxième ligament croisé, je l'ai fait en retombant et j'avais tellement peur. Ah oui. Les sauts, c'était waouh, c'était dur pour moi. Bien sûr, je me suis pris en main. J'étais partie voir un psychologue qui m'a aidé. C'est des petites séances de temps en temps qui paraissent bêtes, mais au final, qui m'ont énormément aidé pour plus tard quand je suis arrivé sur le terrain. Là, cette pression, je vais donner l'anecdote d'un club pro où j'ai été, où un joueur fait donc une commotion cérébrale pendant un match. Et donc ça, c'était l'année avant que j'arrive au club. Et il y a eu une pression du staff sportif, technique et on va dire même administratif pour dire au médical, vous déclarez pas la commotion cérébrale parce qu'il y a un match important la semaine prochaine, quoi. Donc si la commotion est déclarée, le joueur il sera out. Et quand tu en arrives à ce genre de discussion
au sein d'une structure professionnelle et que toi, tu as un rôle de staff médical, quand j'ai des collègues qui m'ont raconté cette histoire-là, que toi, tu arrives au club l'année d'après, tu te dis, waouh, Ouais. compliqué. Ouais. Et que les 2 personnes du staff médical ne sont plus au club parce que justement, ça c'est C'était des voilà, contrats, ouais. ouais. Donc là, tu dis, ouais, d'accord, quand même. Et c'est là où tu vois que, bah, tu vois, ça prend pas forcément la bonne direction et qu'il faut arriver justement à recentrer le pourquoi on est là. On est là pour de la gestion médicale et donc il faut pas se retrouver parasité par de l'enjeu sportif. Mm. Alors après, c'est du sport de haut niveau. Et Tamara elle l'a dit, on peut de temps en temps assumer et accepter une prise de risque. Mais la prise de risque, elle est acceptée par le joueur, la joueuse, en numéro un, par le médical, par le sportif. Et là, il y a une prise de décision un peu collégiale. Par contre, on ne peut pas mettre une pression malsaine de retour précoce ou de pousser par rapport à un contrat, par rapport à du financier. Parce que c'est là où justement on rentre un peu dans la dérive. Pardon de te couper, mais par exemple, quelque chose de positif, à Crime à Ljubljana, mon club actuel, où je me suis fait mal pendant le match, ils m'ont clairement dit, Tamara, avant de me faire opérer, avant que je parte l'opération à France, Tamara, la priorité, c'est l'année prochaine. Là, enfin, tu as le temps. Mm. C'était vraiment le côté positif en mode, il y a aussi l'après-carrière Mm. parce que ils savent très bien que, en plus, la manager, c'est une ancienne handballeuse, donc elle sait aussi enfin, ce qui arrive après l'après-carrière et que ça, c'est difficile, mais elle m'a dit la priorité, c'est que tu puisses jouer. C'est pas pour un match qu'on a besoin de toi, c'est surtout sur une saison et c'est pour la saison prochaine. Donc vraiment, prends ton temps. Bien sûr, tout le monde a envie que je sois opéré le plus vite possible, mais il y a aussi bah, les risques. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Non. Ouais. En fait, tu Ça, pars faussement, t'es plus serein quand tu pars dans ce cadre-là. Et sereine. Là, tu te dis, vous, Elle même des plus. là, t'as pas le même vécu, hein. Et si je rebondis un peu justement pour faire face un peu à toutes ces composantes, ces pressions extérieures, les enjeux, même que toi tu peux avoir personnel sur ta carrière, qu'est-ce qui t'a guidé toi sur tes rééducations? Est-ce que c'est les jeux, c'est fixer un objectif Jeux Olympiques? Est-ce que c'est aller chercher des contrats? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'esprit de compétition? Est-ce que c'est aussi personnel? Des fois, il y a le fait de vraiment se montrer des choses et s'accomplir en tant que personne. Qu'est-ce qui, toi, ouais, peut-être que tu as eu aussi différentes, en fonction des blessures, des moments de ta vie, est-ce que tu as eu différentes aussi Ma, vies comme ça? ma première blessure, c'était surtout, je commence, j'avais 19 ans. Je viens d'arriver dans le handball à haut niveau. J'ai envie de revenir. Enfin, j'ai envie de rebooter ça. J'ai une longue carrière. Je sais pas à l'instant, enfin à cet instant-là, je savais pas où ça allait mener. Donc c'était surtout revenir pour continuer à essayer de progresser et aller au plus haut possible. Ma deuxième, c'est la plus difficile parce que c'était à 3 semaines de l'Euro avec l'équipe de France qui était en France où ils ont gagné. J'ai commenté la finale. Et là, c'était difficile parce que j'étais en pleine forme, tout allait bien depuis le début de saison. Attends. Et là, tu te dis, bon, c'est là où je veux en venir. Donc, c'est plus le côté revenir au plus haut niveau. Et quand je dis avec un corps modifié, non, mais on sait que certaines choses changent après une blessure, mais un mental est encore plus fort. Ouais. Donc, c'est ça surtout qui m'a animé. La troisième, mon ménisque, du coup, c'était retrouver la flexion complète Ouais. que je pouvais pas descendre en dessous de 90 degrés, par Ouais, exemple. et tu savais que c'était. Non, 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 mais même après le ménisque, quand c'est le ménisque gauche, c'était vraiment compliqué. Donc, c'était plus retrouver une vie normale parce que Ok. même dans la vie normale, ça m'a Ouais, gêné. ok. Et là, bah, ouais, j'ai envie de rebooter au plus haut niveau. J'ai envie de tenir encore au moins 4-5 ans si la santé me permet. Pour moi, là, c'est un petit reset de mon corps. Ouais. Et si, enfin, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est améliorer encore mon corps pour qu'il soit encore plus performant. Ok. Et tu as livré un peu introspection à chaque fois Oui, et tu reconnectes avec tes expériences du moment et tes envies de jouer. oui. Et là, tu as un stade où ouais, tu te projettes sur avoir la longévité et Ah, bien si sûr. aller c'est Aller rechercher le haut niveau, retrouver la Ligue des Champions, retrouver l'équipe de France. Bah, j'aimerais bien aller. C'est encore loin. Dans 3 ans, c'est loin encore, mais
JO 2028. Donc, Ouais. non, vraiment, retrouver la compétition, mais aussi un peu de ces reset de mon corps et si on peut améliorer des choses, comment on peut faire, devenir encore plus professionnel, Mm. même si je pense qu'il n'y avait pas de doute sur ça, mais on peut toujours s'améliorer dans la vie et c'est vraiment le côté positif. Dans les premiers échanges que j'ai eu avec Tamara, quand elle m'a donné un petit peu les mois qui ont précédé la blessure, Ouais. en fait, on se rend compte qu'elle a enchaîné énormément entre les Jeux Olympiques, la reprise de la saison, le changement de vie, changement de club. En fait, il y avait plusieurs mois successifs qui ont été très très intenses et quasiment pas de coupure depuis 2 ans. ouais, Continue. on continue entre la sélection, le club, les stages de préparation, les compétitions internationales et on repart au club. Et bien, en fait, ça fait 2 ans. Et ça, je pense qu'il y a certains sportifs, quand on est dans le rythme, Ouais. on le ressent pas forcément, on est dedans. C'est voilà, euh, c'est le tunnel. Et là, le fait de s'être blessé, c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est en fait, je pense que la blessure, elle est pas arrivée par hasard. Elle n'est pas arrivée par hasard parce que j'avais aussi besoin de couper, aussi un peu Ouais. ce besoin de souffler. Donc le reset corporel, c'est ça aussi, Ouais. c'est mental et corporel, quoi. En fait, c'est prendre ce temps-là et se servir de ce temps-là. Alors évidemment, il y a le genou en lui-même. On a tendance à dire, on soigne pas un genou, on soigne pas une blessure, on soigne une personne. Et bien, en fait, la personne, dans sa globalité, elle a besoin de trouver un petit peu des ressources pour récupérer, pour repartir sur le projet d'après. Et justement, si je creuse un peu cet aspect euh, gestion un peu de carrière, si on part un peu plus sur l'aspect thérapeute, comment on connecte un peu, nous, nos pédagogies, nos objectivations aussi avec les athlètes parce que justement, ça peut avoir énormément d'importance si le thérapeute ou l'encadrant de Tamara dans cette période-là, il continue de la connecter aux objectifs et de dire qu'il faut pousser et continuer. Comment, toi, considérer en fait un thérapeute d'approcher un peu cet aspect objectif, même sur une neuroéduque? Est-ce que le fait que ton encadrant aussi il te remette à chaque fois un peu connecté à cet objectif de long terme, là par exemple, toi, ça serait revenir au niveau. Est-ce que tu attends aussi de tes encadrants qui, à chaque fois, dans des séances, dans des suivis, ça te connecte au niveau? Ou est-ce que c'est vraiment toi, c'est une démarche qui est personnelle? Est-ce que ça se fait parce que c'est naturel aussi des fois dans la relation, hein? Enfin, il y a une vraie compréhension des deux personnes, ça se fait de manière Je pense naturelle. que c'est plus naturel parce que quand on est sportif de haut niveau, on a envie, on a cette rage-là. Enfin, c'est un exemple. La dernière fois, il me dit, pour un petit bonus, tu veux faire du BFR à la fin de la séance. Mais il sait très bien que je vais le faire, mais c'est le côté professionnel. Il sait très bien parce que on est un peu, on aime bien la douleur, quoi. Oui, on est sportif professionnel, mais on sait aussi par où on doit passer. Du coup, c'est plus, on sait que ces petites choses peuvent nous servir plus tard. Donc, ça, c'est aussi l'expérience, bien sûr, mais non, je pense que c'est naturel en vrai. Je sais pas. Ouais, c'est naturel, mais on le stimule, tu vois. Tamara, elle, tu mets la petite pièce et ça réagit tout de suite. Donc tu sais très bien que quand tu lui dis bon bonus, mais t'es pas obligé de le faire, mais tu sais très bien qu'en fait là en disant ça, elle est piquée, elle va le faire. Donc il faut challenger un peu en permanence. Et puis il faut donner un retour aussi sur ce qui est fait. Il faut que ton sportif il comprenne où il va. C'est pas juste faire pour faire, c'est comprendre. Donc une séance d'activation, une routine d'activation, c'est pas juste tu prends un élastique et tu fais tes fessiers. C'est pourquoi est-ce que je fais ça? Oui, Ah oui, parce que c'est vrai que travailler les stabilisateurs du bassin, ça va avoir un impact sur la stabilité de mon genou. C'est vrai que travailler mes intrinsèques et mes extrinsèques du pied, ça va avoir un impact sur mon alignement global et sur ma stabilité. Donc c'est comprendre pourquoi on le fait. Et une fois qu'il y a ça, eh ben, le sportif s'approprie un petit peu le travail qui est fait. Donc ça peut être par la compréhension anatomique, biomécanique, physiologique, et ça peut aussi être par un retour de données. Quand on est sur machine ISO, Tamara, elle est toujours après chaque série à regarder par-dessus l'écran pour savoir à combien elle a fait là le truc. Donc tu vois, il faut donner un peu à manger pour que le travail qui est fait soit pas juste travailler pour travailler, qui est de donner du sens à ce qui est fait. donc Voilà. c'est un peu ce cadre qui reconnecte indirectement à chaque fois avec pense, la voilà. mentalité, les objectifs. Et ça, tu te rends compte que tu le fais au sein de la séance, et puis après, tu le fais au sein de ton cycle avec les objectifs qui sont à atteindre. Et toutes ces petites performances que tu as pendant la séance, t'amènent à l'étape d'après. Et enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, mais c'est comme ça que tu arrives à stimuler et à pousser le sportif et surtout à l'accompagner dans parfois une rééducation qui est longue. Si tu pars tout de suite sur, là, aujourd'hui, on est en post-op et puis on se projette tout de suite quand on est sur un croisé
au retour terrain dans 6, 7, 8, 9 mois, c'est trop long. Ouais. C'est trop long. Voilà, il faut un peu donner à manger au milieu et puis donner de l'objectif intermédiaire. C'est marrant que tu dis ça parce que, par exemple, mon retour terrain après mon deuxième croisé, et ça, c'était mon petit truc personnel que je faisais. Je savais que je pouvais pas tout retrouver d'un coup sur un terrain. Enfin, bien sûr, courir, changer de direction, mais ça, oui, mais les sensations. Et chaque semaine, je me faisais fixer des objectifs. Je sais pas, aujourd'hui, je vais plus euh, prendre le temps quand je saute, vraiment me concentrer, pas avoir peur. Ouais. Enfin, c'était vraiment comme ça que j'arrivais à arriver à un handball un peu plus cohérent, entre Ouais. guillemets, et plus homogène. Ok. Et ça, tu l'as fait par toi-même. Oui, C'était de dire, ok, ouais, cette semaine-là, aujourd'hui, faut que j'arrive à me concentrer là-dessus. oui. Ok. Après, je pense que c'est l'expérience et aussi c'est les échanges avec les kinés, les chirurgiens, les médecins donc qui m'ont aidé. Mais parce que je me suis dit, si je vais mettre tout d'un coup, je vais aller nulle part. Mais c'est comme dans la vie quotidienne. Si on veut tout gérer, on est nulle part. Donc c'était petit à petit et ça m'a énormément aidé. Et ça fait qu'on a des profils différents chez les sportifs. Ouais. Il n'y a pas que des athlètes qui arrivent justement à se fixer ces petits objectifs et à un peu intellectualiser son retour terrain. Et parfois, c'est aux praticiens, aux prépa physiques, aux kinés, justement, de faire cette régulation et ce retour-là et de donner ces petits objectifs. Là, ce qui est bien avec Tamara, c'est qu'elle, d'elle-même, Ouais. là, elle comprend un petit peu ce qu'elle doit valider, où elle doit aller. Donc, les profils d'athlètes, ils seront tous différents. À ceux qui sont impliqués, actifs, proactifs dans leur prise en charge, ceux qui sont un petit peu plus passifs et qu'il va falloir un peu plus guider. Et quand tu as une bonne relation qui se fait, où tout est aligné, c'est là où on arrive globalement à aller quand même assez vite et à être assez efficace dans la prise en charge. Ouais, bien sûr. Je rebondis du coup justement sur ces profils parce que ça me trottait un peu dans la tête. Quel type de profil est Tamara? Est-ce que c'est le profil qu'il faut calmer? Est-ce que c'est le profil qu'il faut justement à chaque fois reconnecter sur des objectifs? Parce que la compète, on le sent là, moi j'ai senti en tout cas que c'est quelque chose qui anime. Donc comment... C'est une grosse expérience, non? Non, c'est une très grosse bosseuse. Tu vois, là, depuis qu'on bosse ensemble, on est ensemble entre 3 et 4 heures par jour et ça bosse tout le temps. Mais ça bosse tout le temps. Mais par contre, alors, c'est une athlète qui a besoin de comprendre ce qu'elle fait, Ouais. à qui il faut donner, faut donner la direction, mais enfin, elle sait où elle doit aller. Mais par contre, il faut qu'elle comprenne pourquoi, faut qu'elle comprenne ce qu'elle fait. Et là, tu vois, tout à l'heure, avant de commencer le podcast, on parlait un petit peu de la semaine prochaine. Et puis elle disait, bon ben donc là, qu'est-ce que je viens de valider qu'est-ce que je viens de valider là cette semaine ensemble, tu vois? Donc elle a besoin de savoir Ouais. ce qu'on a fait, ça va déboucher sur quoi et c'est quoi la suite. Voilà. Donc ça, c'est important. Et l'autre côté plutôt sympathique, c'est que ça se fait, enfin tu le vois depuis le début, avec le sourire et avec l'esprit de détente. Et ça aussi, ça donne un cadre de travail et un cadre relationnel entre le sportif et celui qui s'occupe du sportif assez agréable. Ouais, ouais. C'est l'anecdote de cette semaine avant mon première séance sur White Bike, il me dit non mais tu vas tranquille hein. Et que j'ai dit ouais je sais plus, je devais être à résistance 4, j'étais à 5 et fait si le genou réagit c'est ta faute. Et du coup toute la journée il me faisait faire des choses en plus, j'ai dit si le genou réagit c'est ta faute maintenant. Mais tu vois, c'est bien parce on se challenge intellectuellement et puis bah, c'est toujours pareil, on essaye de pousser toujours au maximum. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est d'avancer, euh, Mais non franchement ça se passe très bien. ouais. En tout cas, bosseuse et effectivement, de temps en temps, enfin, et je pense que ça va être le cas encore plus dans les semaines qui vont arriver, il va falloir bien canaliser. Ouais. Bien canaliser, mais voilà, athlète de 29 ans avec des antécédents, donc c'est pas non plus la jeune athlète sans foil qui veut aller très vite parce que l'objectif, il est à court terme. Ouais. Là, elle l'a dit dès le départ, en fait, la saison est quasiment terminée et il n'y a pas besoin de se presser. Donc, et ça, c'est une vraie chance aussi, hein, de pouvoir travailler sereinement comme ça en se disant, on n'a pas besoin de se presser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre plus de temps que nécessaire, mais il n'y a pas besoin d'aller pousser ou d'aller forcer quelque chose. Et je trouve que quand on se dit ça, c'est plus facile et ça va, en vrai, Ça détend, hein. ça se vite. Ouais. Mais dans la chance que j'ai eue dans mes blessures, bon, 3 blessures sur 4, c'est que les ligaments croisés, c'était toujours en novembre. Ouais. C'est toujours une période, enfin, Ok. 3 blessures sur 4, ça a été fait entre le 25 octobre et le 7 novembre. Ok. Et bon, à part le ménisque où j'ai survécu très, très vite, mais j'ai eu la chance que ma saison était finie. Ok. Du coup, je reprenais sur une vraie Ouais. prépa.
Donc en vrai, c'était une chance de me dire: «Je reprends avec les filles». Ouais. Je reprends enfin je rentre pas dans le bain directement, avec quand elles sont à 200. Ouais. On allait progressivement et ça a été beaucoup plus facile de revenir à la compétition. Ok. C'est marrant que tu dises justement cette période à chaque fois. Est-ce que toi, tu as identifié quelque chose est-ce que c'est des pics de saison? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que pour moi, c'est le pic, heu, où on commence à être un peu fatigué. La prépa était bonne, on se sent en forme, tout ce qui est septembre-octobre et là, le fin octobre, changement d'heure, moins Ouais, de ouais, lumière ouais. et Et j'ai tu... toujours le pic Ok. là et j'avoue encore aujourd'hui, j'arrive mieux à le canaliser, mais 25 octobre au 10 novembre, je suis invivable. Non, mais quand j'ai dit invivable, c'est Ouais, plus, mais parce que tu as cette... parce que je sais ce qui s'est Ok. passé dans ma Ouais. carrière, cette période-là. Ok. Et j'ai toujours, soit, mais ça, c'est rien de grave, mais j'ai toujours la cheville qui part, enfin des petites Ouais, choses en ouais. fait qui te rappellent que bah ouais, mais la période elle est là Ouais, encore. ouais. Est-ce que tu l'anticipes pas? Est-ce que il n'y a pas une appréhension? Ouais. Est-ce que tu vis pas, Tu te mets pas dans un état qui... Non, là, cette fois-ci, Non? c'était plutôt, j'ai pas eu le temps, j'avais pas de l'énergie sur ça, pour ça. Mais non, effectivement, cette période-là, elle est toujours un peu, difficile. Mais au-delà des blessures, c'est plus vraiment, bah, le coup de fatigue, quoi. Et notamment cette saison, après les Jeux, ouais, j'ai creusé mentalement très, très vite, hein, depuis le début de la saison. Ouais. Ouais, sur le foot, hein, il y a beaucoup de revues de littérature sur ça, hein, sur ces fameux pics de Ouais. blessures, sur la fin de la première partie de saison, la fin de la deuxième partie de saison, et finalement le pic octobre-novembre et mars-avril, on le retrouve. Alors au hand, j'ai pas regardé, peut-être que c'est des choses qu'on retrouve aussi un peu statistiquement, globalement, sur les blessures J'avoue que je dans suis le pas hand. trop intéressée par ça, mais personnellement, je sais que ça Toi, faisait c'est ta période. c'est ma C'est période, pas... bon là, le 4e, Et ce 22 février, je dis: ça «Bon, va. mais ça va, Ça va. ça va». Donc ouais, à chaque fois maintenant, tu essayes de comprendre un peu mieux les choses autour de cette période, de gérer mieux l'intensité. Mais non, même pas, Même pas. je veux pas gérer parce que plus on veut gérer, plus il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Mais j'essaye de prévenir, bah, le staff médical si je change de Ok. club que cette période-là, Ouais. peut-être Ok. que, tu as des choses Ouais. personnellement, si je suis plus fermée, c'est que il y a enfin, j'ai des antécédents que ne vous inquiétez pas, je vais bien, c'est juste que je suis plus focus Ok, que ouais, ouais. enfin, dans le sens où je vais moins arriver en rigolant, sans être trop concentrée à l'entraînement. Là, je suis comme ça. Enfin, quand je dis comme ça, mais je suis vraiment, ça m'a raccourci de fois. Concentre-toi sur tes changements directs. Non, mais c'est, là, j'exagère, mais c'est un peu près comme ça. Ok, intéressant. Si on se rapproche tout doucement de la fin, si on parle un peu plus de ta carrière globale et qu'on rebondit un peu là sur cette période peut-être de 2 ans qui t'a été très usante, comment on arrive à gérer justement un peu cette usure et d'avoir des récurrences de compétition et d'exigences qui sont très élevées et du coup ben, aussi ces périodes soit par la blessure. Moi j'ai géré des blessures où justement sur ces intersaisons aussi, l'avantage d'avoir du temps, mais c'est aussi le désavantage de ne pas couper. C'est que toi, pendant que tout le monde récupère, donc là pendant l'intersaison, tu es à bloc pour revenir et être prête. Donc comment tu arrives à... Comment t'as pas cette usure qui s'installe, et mentale et physique? Comment tu gères, ou en tout cas, de ton expérience, comment tu te projettes sur les prochaines saisons par rapport à ça? Honnêtement, je pense que je suis quelqu'un qui est très positif et positif, pardon, et je sais pas, c'est naturel. Je me suis jamais posé la question comment j'ai géré. C'est la dernière fois avec Erwan, on a fait une partie, à l'école, intervention et il dit: «Oui, Tamara, ça fait 2 ans dans sa carrière où elle a pas joué». Et je me dis: 2 ans? Enfin, on se rend pas compte, Ouais, mais en vrai, c'est beaucoup et je me suis jamais posé la question sur ça. C'est arrivé, j'ai accepté. En fait, j'ai accepté ce moment-là pour, que je redevienne encore plus forte et que ça soit physiquement, mentalement ouais. et on a toujours quelque chose de positif à en tirer. Là, notamment, c'est entre guillemets «un repos forcé». Ouais. C'est un reset de mon corps. C'est, bah, j'ai pas vu ma famille, mes proches, peut-être, un peu plus, profiter de ma famille et mes proches. C'est Mhm. plus, je regarde que le positif dans ce Ouais. sens-là et en retournant à la compétition, bah, parce que je veux gagner, parce que je veux revenir. Effectivement, quand on est à l'extérieur et qu'on voit tout le monde progresser, là, tu te dis: «Ouais, j'ai tout perdu. Il faut que je redevienne encore plus forte». Ouais, Mais, ouais, c'est les challenges ouais, et ouais. moi, j'adore ça, en vrai. Ouais. Ça se voit, après, moi, bah, dans ce qu'on met en classe ensemble aussi,
il y a cette idée de changer de cadre. Ouais. C'est pour ça, je pense aussi que c'est important sur des blessures un peu longues de se dire que le sportif peut aussi aller en dehors pour se rééduquer, se Bien prendre sûr. en charge. Et même là, ensemble, on va travailler longtemps, on va finir dans pas longtemps en avoir marre l'un de l'autre. Ouais. Et ben, c'est le moment où elle va partir à Clairefontaine pour faire 2 semaines de prise en charge avec les collègues de Clairefontaine. Mm. Parce que c'est bien aussi au sein d'une rééducation de changer de cadre, de varier. Mm. Là, en étant ici, elle est pas très loin de sa maman. Ben, ça lui permet aussi de reconnecter un petit peu à la vie Mm. familiale. En étant à Paris, hier soir, on a été voir un match de hand. On crée aussi autre chose dans la prise en charge que Ouais, juste bien de la sûr. prise en charge de soins, de thérapeutique, de préparation physique. Il y a aussi tout l'environnement qui est essentiel. Et c'est pour ça que chez certains sportifs, ça peut être difficile, cet enchaînement de rythme et surtout le fait d'être un petit peu déraciné et qu'on se retrouve dans des situations chez beaucoup de sportifs de dépression du sportif parce que justement, ils n'arrivent pas à gérer, ces enchaînements et puis ce déracinement avec l'environnement familial ou amical. Donc là aussi, c'est profiter de ce moment de la blessure pour se remettre dans un environnement plus facile, plus sain, enfin plus sain, non, mais en tout cas dans un autre environnement. Ça, Et c'est puis, pas pour ça, si on va avoir un match de hand et que tu me dis dans les escaliers, pousse sur ta jambe. Non, là, on est en rééducation. On va continuer un petit peu. On va continuer un petit peu quand même. Et voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt chouette de pouvoir, je pense, pour un sportif, sortir un bien petit peu sûr. de son cadre, de son environnement. Et nous, en tant que praticiens, ne pas se dire que le sportif doit rester absolument à 100% Ouais. avec nous. Au contraire, je veux dire, c'est bien, euh, voilà, de changer de cadre. Totalement d'accord. C'est presque à nous de créer en fait ce changement Complètement. pour casser ces routines parce que Complètement. on va être très exigeant, très focus sur Ouais. nos critères à valider, les niveaux de force, les flexions, extensions. Ah, il y a un moment, et Et le du coup, sportif, on ne sait simplement, plus, hein. C'est un moment, c'est bon. mais il reste pourtant, Ouais. du coup, vous restez focus parce que vos objectifs sont là. Quand vous êtes animé, c'est OK, on va valider la flexion et donc on va faire tout ce qu'il faut. Mais sans penser, ah ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être pas prendre 2 jours à ce moment-là, il faudrait peut-être aller voir la famille, il faudrait peut-être changer de cadre. Bon. Mais même, je sais pas, là, c'était un match de hand, ça reste du handball parce que bah, je suis baignée dedans depuis longtemps. Mais ça, juste de voir d'autres personnes, d'autres têtes, franchement, Bien d'autres, sûr. ça aide. Ça, c'est entre guillemets une vie normale qu'on n'a pas au quotidien. Ouais. Ouais, finalement, toi, la blessure, c'est aussi un peu la chance sur les 2 années que tu viens de passer de faire cette coupure que tu n'as pas eue, hein. Donc, Ouais, le plus vraiment, C'est c'est toujours une opportunité au final de se construire différemment, de construire d'autres compétences, de faire des choses que des fois on ne prend pas le temps de faire. Et je pense que je sais pas combien il y a de matchs, toi par exemple par saison, combien tu fais de matchs, mais ça dépend. faire sur une saison complète, ça représente. Entre 40 et 50. Ouais, donc on est sur un match par semaine minimum. Ah oui, ça c'est au Donc minimum. et sur des périodes, on va dire, des fois congestionnées, de 2 matchs par semaine, mercredi, week-end. Et Là, j'ai de la chance, je suis à Ljubljana et le championnat n'est pas élevé, mais notamment quand j'ai joué à Paris, non, ouais, Paris aussi, mais Metz et Nantes, bah, surtout avec Metz, quand tu joues avec des champions, tu démarres en septembre, mais c'est 2 matchs par semaine. Et après, tu rajoutes l'équipe de France, des stages. ouais. Et non, franchement, tu sors, après, tu as la Coupe de France, tu sors à la fin, tu sors. Ouais. Ah, ouais. Mais vu que tu es dans ce rouleau-là, bah, dans ce monde-là, t'as pas l'impression, hein. Mais c'est au moment où ça s'arrête qu'il Ah te ouais. dit, c'est beaucoup donné parce Ouais, que ouais. quand c'est pas le physique, c'est le mental qui prend le dessus. Quand c'est pas le mental, c'est le physique. Tu dis non, ça va, ça va, ça va. Et ben, à un moment donné, ça va plus. ouais. D'accord. Ok. Bah écoutez, moi j'ai posé à peu près toutes mes questions. Vous voulez aborder d'autres soulevés? Faudra tout avoir. Ouais. Bon, hein. Bah, merci beaucoup franchement pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Ton retour d'expérience, je pense qu'il peut apporter énormément de choses. Erwan aussi, merci pour Avec plaisir. toute ta compétence, tu as pu construire ce retour d'expérience. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Merci Merci. à toi.